Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette controverse. Le titre, c'est « Y a-t-il encore un ascenseur social ?» Moi, j'aime pas trop ce mot d'ascenseur social parce que c'est très mécanique et quelque chose qui monte, ça descend aussi. Donc, on va parler de cette idée que peu importe où une personne naisse, elle peut, peu importe sa couleur de peau, son statut social, sa famille, elle peut, par la formation, par l'éducation, se lever et vivre une vie décente et en bonne santé. C'est un peu l'idée de la mobilité sociale en fait. Mais quand on regarde les statistiques de l'OECD, la France, elle n'a pas beaucoup de mobilité sociale. Elle en a eu pendant quelques décennies. Dominique et moi, on fait partie d'une génération qui a bien profité. Après, ça s'est un peu arrêté. Je vais rapidement me présenter. Je suis journaliste allemande, correspondante d'un quotidien et d'un hebdomadaire, Die Welt am Sonntag. Et je suis ravie d'avoir ici Disha Dyer des États-Unis et Dominique Restino de Paris. Je vais vous les présenter rapidement. Disha, elle est américaine, elle était secrétaire sociale dans la Maison-Blanche sous l'administration de Barack Obama. Après, elle a fondé son entreprise Hook and Fasten. Elle est aussi très engagée socialement, elle est militante. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est qu'elle a raconté sa carrière, son ascension dans un livre qui s'appelle Undiplomatic. Où elle raconte qu'elle est un peu allée au culot en fait. Et donc on va parler de ça évidemment. À ma droite, Dominique Restino, que quelques-uns d'entre vous connaissent peut-être. Il est président de CCI, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris de l'Île-de-France. Donc quelqu'un qui côtoie quotidiennement les chefs d'entreprise, les start-upers, mais il a également fondé une association qui s'appelle MoveJ. Donc, dans mes souvenirs, c'était Mouvement pour les jeunes entrepreneurs et étudiants, peut-être pas dans cet ordre, mais un peu comme ça. Donc, une riche expérience. Je pense on ne trouverait pas une personne mieux placée pour parler de cette ascension sociale qui est en panne ou pas, on va en parler. Pour commencer, je ne vais pas dire pour vous réchauffer ou chauffer on va commencer aux États-Unis avec toi, Disha. Tu as parlé dans ton livre, vous avez parlé dans votre livre du syndrome d'imposteur. Est-ce que pour une femme black qui n'a pas fait des grandes études, qui n'avait pas des diplômes dans la poche, qui sortait pas d'une famille aisée, comment est-ce possible de faire cette carrière que vous avez faite? Yes. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis ravie d'être ici avec vous tous, de partir des États-Unis. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis honorée de faire partie de ce panel. Pour moi, j'adore la communauté, j'adore les gens. Et cet amour était plus important que mon propre statut. Avec les diplômes, avec les doctorats, etc. Donc moi, j'ai décidé de retourner à l'université à l'âge de 31. Et ensuite d'être un stagiaire non payé pour le président et Madame Obama pendant leur première année. Je savais que j'avais quelque chose à apporter à la situation, qui était introuvable dans une université. C'est quelque chose c'est la passion pour les gens. Et moi, je savais que c'était mes racines. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi en dépendant du système et toute seule. Et je savais que je pouvais combattre pour les gens au plus haut niveau si j'avais l'opportunité. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, à mon insu, le président et Madame Obama m'avaient sélectionné comme stagiaire. Et ils ont dit qu'on souhaite qu'elle reste avec nous pendant 8 ans. Donc, pendant ces 8 années, à la Maison-Blanche, j'ai mon certificat, mon diplôme université
Et à ce moment-là, j'étais assistante senior auprès du président et Madame Obama. Et c'était une opportunité pour moi de faire venir à la Maison-Blanche différentes personnes avec différents ascenseurs sociaux qui n'avaient pas eu l'opportunité de travailler à la Maison-Blanche. Donc, j'ai exploité mon privilège pour faire une différence. Et ça continue même aujourd'hui. Déjà, Dominique, en France, la situation indique toujours que l'ascenseur est en panne et après les statistiques de l'OECD, il faut 6 générations. Une génération en sociologie, c'est plus court que pour nous, mais quand même, c'est une certaine durée. Si on imagine un enfant aujourd'hui qui naît à Aix-en-Provence, à l'hôpital, de parents pauvres qui sont au RSA, au chômage. Ce n'est pas ces enfants qui pourraient statistiquement s'en sortir. Ce n'est pas ces petits-enfants, c'est ces arrière-petits-enfants. Donc c'est une situation assez dramatique. Mais derrière les statistiques, il y a les humains, la passion pour les personnes, comme Disha a dit. Comment vous évaluez la situation? Parce que vous êtes en contact avec tous ces milieux entrepreneuriaux et les jeunes surtout. Bien, déjà, bonjour à toutes et à tous et merci de braver la chaleur pour venir nous écouter. Vous dire également que je suis très honoré de partager cet échange avec Disha. Donc à votre question, j'ai tout simplement envie de dire non. Et je crois être la preuve vivante qu'il ne faut pas 6 générations. Mes parents ont traversé les montagnes de manière pas totalement légale il y a très très longtemps. Et donc c'est la 2e génération. J'ai certainement eu beaucoup de chance. Mais il ne faut pas attendre 6 générations pour pouvoir essayer de faire des choses, je ne crois pas. On a discuté tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aimez pas non plus l'image de l'ascenseur, c'est plutôt un escalier, ça veut dire quoi? Voilà, moi l'ascenseur social, c'est monter au 18e en claquant dans les doigts, j'ai un peu de mal, donc je préfère l'escalier social, c'est peut-être le moyen que j'ai pris effectivement dans ma vie, et je crois aux droits et aux devoirs en même temps. Et il me semble que l'escalier social, même l'escalier social, ça passe par également ce besoin, en tout cas cette force de l'effort également, parce que l'effort peut être reconnu et il faut passer par l'effort également pour pouvoir franchir les étapes marche par marche. Disha, vous avez une entreprise, Hook and Fasten, mais vous avez également une association qui s'occupe des jeunes femmes noires. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre de l'expérience que vous avez vécue vous-même? Notre organisation, on travaille avec des jeunes femmes de couleur qui s'appelle Vegan World. Et aux États-Unis, moins de 3% de toutes les études à l'étranger sont faites par des filles noires. À nos yeux, chez B-Girl World et même dans la société Hook and Fasten que j'ai fondée, moi je suis en haut de cette échelle et moi j'étends ma main vers le bas pour hisser quelqu'un. Donc je ne veux pas que les personnes grimpent toutes seules cette échelle. Donc les organisations dans notre entreprise investissent dans les jeunes femmes noires pour qu'elles deviennent des citoyennes noires du monde. On les obtient un passeport, on va trouver un stage dans une université à l'étranger, on va leur apprendre le français. Elles vont pouvoir s'adresser à vous en français. Ce n'est pas mon cas. Mais nous pourrons les aider en tend la main vers le bas pour aider les autres à se hisser vers le haut de l'échelle. On le fait avec l'organisation et avec mon entreprise. J'aide les entreprises à se déplacer, qui sont dans les gâteaux, le sport, peu importe, et je fais en sorte d'aider les différentes générations pour générer des revenus. Et c'est ça l'essence de ma vie. J'ai toujours dit, oui, nous savons que les ascenseurs sociaux existent, la classe sociale existe, mais certains d'entre nous ont eu le privilège de faire en sorte que c'est plus facile de grimper cette échelle ou de prendre cet ascenseur. Et moi, je le fais avec fierté. Réagir à cette idée ou parler de l'école française. Moi, je me suis posé la question, on a devant tout portail en France cette parole de l'égalité, liberté et fraternité. Et
de plus en plus de gens envoient leurs enfants à des écoles privées. Il y a un vrai clivage maintenant. Et on n'a plus l'impression que la méritocratie fonctionne encore si bien comme on en a pensé. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous êtes en contact avec les jeunes qui passent par toutes sortes d'écoles. Bon, tout d'abord, je pense que le système d'ascenseur social ou d'escalier social, on le retrouve et on doit le retrouver d'abord avec cet apprentissage. Et l'apprentissage, ça se passe d'abord à l'école, premièrement, pour l'apprentissage. Ensuite, vous l'avez dit, je rencontre bon nombre de chefs d'entreprise chaque jour, mais au sein de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, nous avons également un pôle éducation extrêmement dense, puisque nous formons 72 000 personnes par an à travers 14 écoles. Et certaines écoles qui sont plutôt extrêmement bien reconnues, l'ESCP Business School, HEC, l'ESSEC, mais d'autres écoles sur la grande gastronomie française, qui est également une école de la vie, l'école Ferrandi. Les Gobelins est classée meilleure école de cinéma d'animation au monde depuis plusieurs années. Et à travers tout ça, oui, je pense qu'en ce qui concerne la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, nous travaillons à faire en sorte qu'il y ait un véritable escalier social, puisque 20% des boursiers sont accompagnés au sein même de ces grandes écoles de management. Et ce qu'il faut voir, c'est que le sujet n'est pas est-ce qu'on finance, est-ce que c'est difficile. Dans nos écoles, on cherche l'excellence et la qualité. Et quand il y a l'excellence et la qualité, là, il n'y a pas de débat. On trouve les solutions. Nos directeurs de chacune des écoles, et j'en ai un qui est là expressément, trouvent les solutions avec les bourses, avec le financement pour accompagner ces jeunes dans différentes situations. Et puis, le système français, parce que ce qu'il faut regarder quand même, on pense que c'est cher, les écoles. Mais en France, il y a de vraies possibilités de pouvoir accompagner cette jeunesse qui veut apprendre, avec notamment des prêts étudiants. Il faut les rembourser, mais ça se rembourse en beaucoup moins de temps. Et il me semble que quand on a du talent, du travail et de la volonté, et qu'on est prêt à faire des efforts, les écoles de la République, mais dans nos écoles, à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, on trouve les solutions pour pouvoir accompagner cette jeunesse qui veut apprendre. Tisha, quels sont les plus grands obstacles que vous rencontrez dans votre travail et dans votre travail d'aide aux jeunes femmes, jeunes filles? Quel est le problème principal? Le problème, en fait, il y en a deux problèmes principaux. C'est le financement d'une part. Alors, tous les problèmes, toutes les choses qui se produisent autour de la planète, il y a la faim, il y a les problèmes de logement, il y a un manque de ressources. Les gens voient que le voyage et apprendre une langue étrangère est un privilège. Elle n'est pas conçue comme un droit. Et donc, les gens vont dire, on ne peut pas financer des jeunes filles à faire un séjour à Paris. Parce que non, il faut aider les parents de cette jeune fille à trouver un toit. Donc, il y a beaucoup de discussions. Il faut faire en sorte que nos jeunes étudiantes sont préparées. Le grand défi est de convaincre les gens que ça vaut la peine. C'est pas que les gens ne veulent pas donner, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de besoins partout. Et quelquefois, les gens ne peuvent pas donner partout. Deuxième défi est de convaincre ces jeunes filles, ces jeunes étudiantes qu'elles valent la peine. Qu'elles valent l'effort, le temps, l'argent, l'énergie, qu'on les adore et on veut qu'elles réussissent. Et quelquefois, lorsque vous grandissez dans une famille ou dans un environnement tel le mien, où ce n'était pas évident, il faut du temps pour comprendre que l'on en vaille la peine, que les gens sont fiers de se battre pour toi. Donc, comme on l'a dit, les étudiants doivent avoir confiance en elles pour travailler, pour que nous, on peut faire notre partie aussi. Et ça peut être difficile avec les jeunes, mais je ne renonce jamais, je continue. Et certaines ne réussissent pas, mais la plupart réussissent. Et c'est pour cela qu'on continue. Dominique, vous avez rencontré le mentorat au Canada et vous l'avez emporté, cette idée, en France, et justement dans cette association dont nous avons parlé. Comment ça marche? Quelle est votre expérience? Est-ce que ça fonctionne à tous les coups? Est-ce que vous avez beaucoup de progrès? Comment ça se passe? Je crois qu'aucun programme ne fonctionne
fonctionne à tous les coups. Il faut du travail, il faut de la volonté. Le mentorat pour entrepreneurs est un dispositif qui accompagne, c'est un entrepreneur qui accompagne un autre entrepreneur qui a déjà plus d'expérience, qui a vécu ce que l'autre pourra vivre demain peut-être. Et c'est une relation de confiance et de bienveillance. Il y a des fondamentaux qui sont là pour faire en sorte de créer cette confiance. C'est des rencontres mensuelles, c'est aider l'autre à se poser les bonnes questions. Très souvent, on me dit un mentor, ça donne des conseils. Non, un mentor, ça ne donne pas de conseils, ça aide l'autre à se poser les bonnes questions. Et à travers le mentorat, parce que moi, le mentorat, ça coule dans mes veines, mais en réalité, je pense que, et vous le dites, je l'ai importé du Québec il y a 19 ans, 20 ans. Mais le mentorat, ça existait parfois comme ça. Sauf que là, ça a été vraiment bien construit. Et depuis quelques années en plus, le président de la République a lancé tout un plan, un jeune à mentor, qui a fait que ça a boosté cet effet-là. Mais si on reprend notre sujet, parce qu'il est complètement dedans, de l'escalier social, eh bien ça fait partie, le mentorat, pour moi, de cet escalier social qu'on retrouve dans nos écoles de la Chambre de commerce, qu'on retrouve parce que d'accompagner les uns et les autres, non pas pour leur dire comment il faut faire, parce qu'il y a chacun son expérience. Très souvent, on me dit c'est bien de donner des exemples et de transmettre son expérience. Je crois qu'on partage une expérience, on ne transmet pas une expérience, même à différents niveaux. Chacun a son point de vue en face de son expérience. Ensuite, le mentorat, à travers cet escalier social, il permet de pouvoir découvrir un monde parfois qu'on ne connaît pas. Les actions que nous menons, et c'est pour moi ce qui est important, vous savez, je suis bilingue public-privé. Ce qui m'intéresse, c'est comment on allie le meilleur des deux mondes. Et en clair, lorsque vous avez des jeunes qui n'ont pas de connaissances, de réseau, si je prends sur le monde des jeunes par exemple, sur les stages qu'ils doivent trouver dans leur formation, les stages de seconde, les stages de troisième, pardon pour DIJA parce que ce n'est pas forcément peut-être les mêmes cycles. Quand vous prenez également le fait de pouvoir accompagner des jeunes qui viennent issus des quartiers qu'on dit défavorisés, qui n'ont pas forcément le même réseau. Nous mettons en place des choses, des programmes comme Nés sous la même étoile, pour insuffler, pour faire rencontrer également des personnes, pour les aider dans leur démarche. Bien sûr, dans l'ensemble de nos écoles, ça c'est côté formation et éducation, mais nous le faisons également avec nos programmes d'accompagnement, puisque une chambre de commerce en France et partout en France, ça accompagne les porteurs de projets, les entreprises, à créer des entreprises, à développer des entreprises, à transmettre, à remettre sur pied également des entreprises et également dans les transitions. Et même de ce côté-là, c'est un travail que nous faisons, que nos collaborateurs mènent pour faire en sorte d'aller chercher, j'ai envie de dire presque tout le monde, tous celles et ceux qui sont prêts à faire un effort. Parce que dans cet ascenseur social, ça ne monte pas tout seul. Il faut qu'il y ait cet effort qui soit également fait de chaque côté pour pouvoir emmener les gens. Et je crois que le mentorat pour entrepreneurs illustre bien cette démarche-là. C'est la raison pour laquelle je me suis investi d'abord sur des programmes à fort potentiel de croissance, mais ensuite pour des jeunes qui créent des entreprises entre 18 et 30 ans, du CAP au Bac+5. Pourquoi ? Parce que j'ai une conviction, c'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération, et qu'il faut l'emmener, l'accompagner, et que nous en avons besoin. Merci les jeunes. La question qui se pose pour moi, en France, on croit beaucoup au diplôme. Et quand j'ai un peu lu ce que vous faites, Dominique, je me suis dit, finalement, ce n'est pas ce qui est important. Et j'ai parlé ce matin avec un entrepreneur français qui vit aux États-Unis et qui m'a dit qu'il a beaucoup de succès. Il m'a dit que mon fils, je ne lui conseille plus de faire des études. Je préfère lui donner de l'argent qu'il monte une entreprise. Tisha, aux États-Unis, ça coûte, il m'a dit, ça coûte $400,000 pour avoir un bachelor, pour se retrouver sur un marché de travail où on n'est pas forcément mieux payé avec un bachelor. Quelles sont les possibilités dans votre pays aujourd'hui? Tout d'abord, dit à l'ami qu'il peut également me donner $400,000. Ça me plaît bien pour aller faire mes études. Mais je dirais également que ça ne coûte pas toujours autant. Avec le diplôme universitaire, l'étudiant va ne pas être embauché, qui va rembourser les frais.
Donc, on a des prêts. Bien sûr, nous avons beaucoup de prêts étudiants aux États-Unis, mais les étudiants sont endettés et une dette a des intérêts. Donc, on a une jeune personne avec un diplôme, ce qui est bien en soi, mais le jeune n'a aucun moyen de rembourser le prêt. Il va être endetté, même lorsqu'il fonde une famille ou s'ils veulent acheter une maison ou fonder une entreprise. Ils sont déjà endettés. Et si moi, j'avais les collèges... un collège où moi j'allais, lorsque j'avais 31 ans, je suis allée au collège de la ville et j'ai payé pour chaque classe. Et j'ai pris 3 classes par an, mais ça m'a permis ensuite de postuler pour aller avoir un stagiaire chez les Obama. Donc, c'était une ouverture pour moi. Et dès mes études terminées, j'ai pu continuer et à étudier et à travailler à la Maison-Blanche. Donc, cette problématique sociale aux États-Unis est qu'on veut que les étudiants soient les meilleurs, ce qui veut dire qu'ils aillent aux universités qui coûtent 400 000 $, tout simplement pour qu'ils puissent dire « mon étudiant est allé à Harvard, mon étudiant est allé là-bas ». Pas de problème alors, mais le problème est la dette, bien sûr. Donc, il y a une manière plus lente de le faire, mais puisqu'on aime une belle image et on veut être vu comme l'étudiant de Harvard, alors les gens préfèrent cela sur des capacités financières. Alors, moi, je dis que le collège du quartier est très bien. Ensuite, on prend un petit boulot qui permet de payer le reste de ses études. Et je crois que les gens adoptent cette approche aujourd'hui avec le changement dans l'économie après la pandémie. Il me semble que les gens commencent maintenant à être plus intelligents dans le choix de leur éducation plutôt que de faire endetter leur enfant. Vous disiez, je crois qu'il ne faut pas opposer les mondes entre faire des études et créer des entreprises. Je pense que les deux peuvent être faits parfois même en même temps. Ensuite, faire des études et apprendre, et donner le goût d'apprendre à apprendre, je crois, est fondamental. Je vous ai dit tout à l'heure mon exemple, jusqu'à l'âge de 40 ans, aucun diplôme, même pas le bac. Et pourtant, j'ai fait plein de choses. Oui, le monde de l'entrepreneuriat, la création d'entreprise que j'ai créée à l'âge de 24 ans, m'a permis de franchir ces escaliers avec beaucoup de travail, beaucoup de résilience. Donc c'était une passion. Donc il y a des choses à faire, mais il ne faut pas opposer ces choses-là. Et la preuve, une fois de plus, j'ai été faire un executive MBA à HEC, qui n'est quand même pas la dernière des écoles, c'est une magnifique école. Donc c'est une chance parce qu'on doit pouvoir apprendre tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et j'ai envie de dire, vous savez, l'escalier social ou l'ascenseur social, il n'est pas dû uniquement au fait que les quartiers ou que quand on est jeune. Toute la vie, on en a besoin. Toute la vie, on a besoin qu'il y ait des mains tendues. On vit dans un monde qui est un peu difficile. Moi, je me bats pour un monde qui soit meilleur. Il y a une transformation du marché du travail aussi. Qu'est-ce que ça va impacter? Parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. On va pouvoir perdre beaucoup de boulot, je crois, qui sont dans les moyennes. Qu'est-ce que vous en pensez, Disha? Comment répondre à ça? Il me semble que nous nous rendons compte que certaines professions, l'électricien par exemple, un plombier, un chef de cuisine, ces éléments-là sont tellement importants. Et il y a pas mal de choses que l'IA ne peut pas faire. On a besoin des mains de l'être humain. Moi, j'ai l'impression que oui, l'IA est là à l'âge de 47 ans. Je le sais, mais plus tôt, je ne savais pas qu'on allait avoir un téléphone dans la poche qui me permet d'atteindre quiconque à n'importe quelle heure. On peut écouter la musique avec un claquement de doigts. Les choses évoluent. Donc, ces développements-là vont se produire. Mais il faut s'assurer qu'également on a un terrain de jeu équitable avec l'IA, en formant les gens pour que tout soit équitable, pour que l'on l'exploite à bon escient. Et aussi qu'on utilise l'IA dans les écoles manuelles. À l'époque, on a parlé des plombiers, nos électriciens, qui gagnent beaucoup d'argent parce que ce sont des métiers qui ne vont jamais disparaître. On aura toujours besoin de ces métiers-là pour réparer l'évier et tout ça. Donc, l'IA est là, bien sûr. Il faut que nous soyons à la hauteur pour que tout le monde puisse l'exploiter à bon escient, mais il faut vraiment l'intégrer dans nos différentes professions.
un conseil que vous donnerez aux jeunes, hein, parce que vous avez raconté un peu comment vous avez fait. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Alors moi, j'aime pas donner des conseils, mais j'ai juste envie de partager avec les plus jeunes générations. Le fondamental, c'est surtout oser croire en vous. Osez croire en vous parce que c'est ce qui va vous donner l'élan et peut-être une marche après une autre marche. C'est ce que j'appelle l'escalier social. C'est cette force-là. Et puis il y a forcément des gens qui sont là. Vous savez, si je reviens sur le mentorat, c'est aider l'autre à grandir. Je voudrais juste vous montrer un petit exemple, vous faire un geste. Juste un geste, parce qu'après, il faut arrêter. Le mentorat, moi, ça coule dans mes veines. Mais le mentorat, c'est aider l'autre à grandir. C'est aider l'autre à grandir. Je voudrais juste que vous preniez 5 secondes, parce que vous-même, tous dans cette salle, vous êtes capables d'aider quelqu'un à grandir. Je voudrais juste que vous fassiez ce geste d'aider l'autre à grandir. S'il vous plaît, faites-le, ce geste. Faites-le. Merci. Et le monde va grandir. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Thank you.